Aujourd'hui, je vais parler du Petit Prince. J'ai pas lu le bouquin. On me l'a conseillé plusieurs fois, mais le fait qu'on me le conseille, du coup, j'ai pas forcément envie de le lire. Parce que je serais trop influencé par les gens qui m'ont dit de le lire ou qui m'ont conseillé de le lire. Donc, j'ai pas lu le bouquin. La bande-annonce était très bien. Ça a annoncé un film bien. Et en même temps, il y a toujours le risque que la bande-annonce soit bien et que le film soit pas bien. Donc voilà. Donc, j'ai tardé à aller le voir. Je suis allé le voir ce week-end là. Donc voilà, donc on va voir si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Je vais commencer par présenter le film dans une fiche technique. Je vais faire le tableau bien pas bien, anecdote, conclusion et spoiler. Le Petit Prince est un film d'animation réalisé par Mark Osborne qui avait co-réalisé Kung Fu Panda. C'est écrit par Irena Brignoul et Bob Persichetti d'après le livre d'Antoine de Saint-Exupéry. La musique est composée par Hans Zimmer, Camille Delmé et Richard Harvey, même si je me souviens pas avoir vu son nom sur le générique final. C'est produit par, accrochez-vous à votre siège, On Animation Studio, Onyx Film, Paramount Pictures, Orange Studio, LPP TV et M6 Film. Pour le doublage VF, on retrouve Clara Poincaré, André Dussolier, Andrea Santamaria, Vincent Cassel, Florence Foresti, Marion Cotillard, Guillaume Canet, Vincent Lindon, Laurent Lafitte et Pascal Legitimus, mais la majorité de ceux-là ont des tout petits rôles. Pour le casting VO, on a Jeff Bridges en aviateur, Rachel McAdams, Paul Rudd, encore Marion Cotillard. James Franco fait la voix du renard à la place de Vincent Cassel, et là les anglophones ils y paument franchement sur ce coup. Benicio del Toro et Paul Giamatti. Le film est sorti le 29 juillet en France et j'ai pas trouvé la date de sortie aux États-Unis. Le film dure 1h46 pour un budget de 60 millions d'euros. Pour le résumer sans spoil, c'est l'histoire d'une petite fille qui emménage à côté de la maison d'un vieil excentrique qui va lui raconter l'histoire du Petit Prince et du coup changer sa vision du monde. On passe maintenant au bien pas bien. You are the avalanche, one world away. Alors pour le bien pas bien, le premier bon point, c'est que le film mélange trois genres d'animation. Alors il mélange les images de synthèse comme on voit dans tous les Disney maintenant, les Disney Pixar, les Toy Story, les Ratatouille, les Lao, etc. Donc ce genre-là. Et aussi la stop motion, c'est-à-dire l'animation image par image. On a des petits personnages, on les bouge un peu, on prend une photo, on les bouge un peu, on les prend une photo, etc. Et ensuite, toutes les photos à la suite, ça crée le mouvement. C'est la technique d'animation qui est utilisée par exemple dans L'étrange Noël de Monsieur Jack ou Les Noces funèbres de Tim Burton. Quand je dis de Tim Burton, c'est que Les Noces funèbres, pas L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je sais que c'est pas lui qui l'a réalisé. Le deuxième bon point, c'est les libertés vis-à-vis du livre, que je n'ai pas lu mais que je devine. Et après la séance, j'ai appelé une ex-amie qui elle avait lu le livre pour lui demander s'il y avait ces points-là dans le film et ça y était pas. Donc le film ajoute l'histoire entre la petite fille et le vieux monsieur qui lui raconte l'histoire du Petit Prince qui n'est pas présente dans le livre apparemment. On a directement l'histoire du Petit Prince. Donc voilà, et le film ajoute une suite au livre que j'ai bien aimé aussi. Troisième bon point, c'est qu'émotionnellement ça fonctionne. 2 fois j'ai failli pleurer. On va pas s'étendre là-dessus. Quatrième bon point, c'est la voix de Vincent Cassel. Rien que pour ça, ça vaut le coup de voir le film. Et cinquième bon point, c'est tous les messages du film, le fait que l'essentiel soit invisible pour les yeux, parler de voir avec le cœur, le fait que l'amour soit fonction du vécu qu'on partage avec l'autre personne et pas de son unicité réelle dans le monde ou dans l'univers. J'y reviendrai dans les spoilers. Maintenant on va passer au mauvais point. Le premier mauvais point, c'est que tous les messages qu'il y a dans le film sont super. Le problème, c'est qu'ils sont très succincts. J'ai pas lu le livre, je le répète, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un résumé du livre et que tous les messages qu'il y a dans le livre sont très peu développés. Là, les dialogues où on nous balance une idée par-ci, une idée par-là, je suis persuadé que dans le livre, les dialogues sont beaucoup plus longs et nous expliquent beaucoup mieux l'idée. Et ça m'a un peu gêné. Ensuite, deuxième mauvais point, qui n'est pas réellement un mauvais point, mais je le mets là-dedans parce que ça me saoule un peu, qu'on prenne des gens connus pour faire le doublage, alors que le doublage c'est un vrai métier. Et là, on prend par exemple Florence Foresti pour jouer le rôle de la mère, alors qu'elle n'a pas de voix particulière. Florence Foresti, on aurait pu prendre n'importe qui, ça aurait été exactement pareil. Dans le casting, il n'y en a aucun qui se démarque, je trouve, à part André Dussolier, Vincent Cassel et les 2 acteurs qui jouent les enfants et qui sont crédités à la fin du générique, c'est-à-dire que c'est eux qu'on entend le plus et malgré tout ils sont crédités à la fin, après Marion Cotillard par exemple qui doit parler 30 secondes dans le film. Donc ça me saoule un peu, le fait qu'on ramène des stars ou des célébrités en tout cas en piquant leur boulot aux vrais comédiens de doublage qui ont un vrai talent pour faire ça, pour au final qu'ils soient sans relief quoi. Donc ça je trouve ça vraiment dommage. Troisième mauvais point, je vais en rajouter une couche, c'est qu'au final on a un bref aperçu du livre du Petit Prince et qu'au final le livre du Petit Prince passe un peu au second plan. J'exagère peut-être mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et enfin, dernier mauvais point qui pourra gêner certaines personnes qui, moi
m'a moyennement gêné, des fois ça m'a gêné, des fois ça m'a pas gêné, c'est que l'histoire du Petit Prince n'est pas une simple histoire qui est racontée par l'aviateur. L'aviateur en parle comme si c'était vraiment quelque chose de réel et que ça lui était vraiment arrivé. Du coup, ça rend les limites un peu floues, ça pose des questions et le film n'y répond absolument pas et ne prend absolument pas la peine d'y répondre. Si vous êtes tatillon sur la logique dans la mise en abîme, etc., vous risquez de vous arracher les cheveux. Parfois ça m'a gêné, parfois non. Donc voilà. En conclusion, j'ai bien aimé, c'est fidèle à la bande-annonce. Maintenant, je pense que ceux qui ont lu le livre vont être déçus parce que j'ai l'impression que c'est un simple résumé du bouquin et qu'il n'y a pas toute la profondeur qu'il doit y avoir dans le bouquin. Le bouquin, du coup, je vais le lire maintenant parce que ça m'a donné envie de le lire. J'ai passé un bon moment, j'ai aimé le film. J'ai envie de revoir quelques scènes, pas spécialement le film entier. C'est pour ça que j'ai mis 6. En fait, c'est entre 6 et 7, mais je calque mes notes par rapport à Sens Critique. Et sur Sens Critique, j'ai mis 6. Donc là, j'ai mis 6 aussi. Mais ce serait plus un 6,5. Donc, je le conseille. Maintenant, moi, dans la salle où j'étais, il y avait plein de gens qui ont amené leurs enfants qui avaient 5-6 ans. Ils ont rien compris. Il y a des moments qui étaient censés être dramatiques. Bah, c'est normal, je les blâme pas. Des moments qui étaient peut-être dramatiques, ou en tout cas la scène dans sa globalité est dramatique. Alors il y a un petit gag et les gamins ont explosé de rire. Du coup, ils n'étaient pas touchés par le côté dramatique, mais étaient touchés par les blagues. Et en général, les enfants se réveillaient au moment où il y avait des blagues potaches du genre quelqu'un qui tombe par terre ou des trucs comme ça. Moi, je le conseillerais à partir de 10 ans. Parce qu'à partir de 10 ans, même si on comprend pas de manière théorique les problèmes, même si on n'arrive pas à théoriser sur les messages du film, on y est quand même sensible, et puis après l'idée germera, et puis voilà quoi. Donc pour les messages, c'est un film qui mérite d'être vu. Maintenant, si vous avez lu le bouquin, c'est pas spécialement la peine, et si vous avez des enfants que vous voulez les amener, je dirais pas avant 10 ans. Voilà, et après ça dépend de l'éveil de vos enfants, s'ils sont éveillés, de leur éducation, etc. quoi. Je dirais 10 ans. Après, faut voir. Donc, je vais résumer. Je le conseille à partir de 10 ans. C'est un film à voir, je pense, au cinéma, parce que les scènes dramatiques, à mon avis, si on le voit dans son salon avec les oiseaux qui passent par la fenêtre, le téléphone qui sonne, etc., on ne sera pas pris dedans. Donc, à mon avis, c'est un film à voir au cinéma, donc allez-y tant qu'il y a encore. Maintenant, je n'irai pas le revoir au cinéma. Je le reverrai quand il sortira en DVD sûrement. Mais voilà, il est bien, mais je conseille, même si j'ai pas lu le livre, je conseillerais plutôt de lire le livre, chose que je vais faire. Donc allez-y, à partir de 10 ans, lisez le livre, et je vais le lire aussi. Voilà, tchou. Suis-moi, là où rien me presse, suis-moi, et voilà que nous y voilà. Pour l'anecdote, Le Petit Prince, le livre, est le livre le plus vendu au monde, si j'en crois ce que j'ai lu, juste après la Bible. Il a été traduit en 243 langues et dialectes, et il a été vendu, depuis sa sortie en 1943, plus de 145 millions de fois. À titre de comparaison, la saga Harry Potter dans son ensemble a été traduite en 73 langues, et il en a été vendu 450 millions, mais pour 7 livres. Alors que juste avec un seul bouquin, Le Petit Prince a été vendu 145 millions de fois. Ce qui est beaucoup, donc voilà, ça c'était pour les chiffres. J'ai pas trouvé mieux comme anecdote, donc on fait avec. Tchou. C'est si bon quand on se parle. Alors pour les spoilers, d'abord je vais revenir vite fait sur Vincent Cassel. Vincent Cassel, il a une voix particulière, il pourrait faire du doublage s'il n'était pas acteur traditionnel, on va dire. Alors qu'au contraire, Marion Cotillard et comment ça s'appelle, et Guillaume Canet, Gallienne aussi, et Florence Foresti, ils servent pas à grand chose. J'aurais préféré de vrais doubleurs quoi. Et même des fois du Solier, j'aurais bien aimé entendre à la place par exemple la voix de l'acteur de doublage, j'ai oublié son nom, qui faisait la voix de Bilbo, enfin de Bilbon. Parce que j'aime bien cette voix, et il faisait aussi la voix de Dumbledore. Je trouve qu'il fait très sage, etc. Et ça, j'aurais bien aimé avoir cette voix-là. Bon. Il s'en sort bien. Je dis pas que c'est un super acteur de doublage, mais il s'en sort bien. Et les autres, pour moi, ils sont inutiles, et ils ont juste fait dépenser de l'argent pour rien. Je sais pas combien ils ont touché, s'il faut, ils l'ont fait pas cher, mais c'était pas nécessaire de les avoir, quoi. Donc voilà. Et je l'ai déjà dit, mais c'est James Franco qui remplace Vincent Cassel dans la version originale.
Donc là, je vois pas par contre. Mélange de 3 types d'animation, les libertés vis-à-vis du livre. Ah oui, alors les libertés, si vous n'avez pas vu le film, alors les autres, je vais être redondant et je vais rien apporter, mais les libertés qui ont été prises, c'est l'histoire de la petite fille qui rencontre le vieux monsieur, et le vieux monsieur va lui raconter l'histoire du petit prince, et du coup va changer sa vision du monde et de la vie, etc. En lui faisant voir les choses autrement que par la rentabilité, que notre existence est définie par la place qu'on occupe dans la société, est-ce qu'on est utile et est-ce qu'on ne l'est pas, etc. etc. Que la vie c'est pas ça. Donc voilà, et ensuite, à la fin de ça, le vieux monsieur va partir à l'hôpital. C'est à ce moment-là que j'ai failli pleurer, parce que c'est la technique, quand on commence à pleurer, on penche la tête en arrière et puis on souffle un peu pour sécher les larmes, et puis après, comme ça, personne ne voit qu'on pleure. Parce que si ça commence à pleurer, si ça commence à couler, du coup on est obligé de s'essuyer comme ça, là. Alors soit on s'essuie pas et après en sortant tout le monde voit qu'on a les traces et voilà, ou alors si on s'essuie là il y a les gens qui sont derrière et qui sont à côté qui voient qu'on pleure. Donc si ils pleurent pas, voilà, bon on s'en fout, mais bon voilà, donc technique, on penche la tête en arrière un peu, on évite de battre des cils, des paupières, et pas complètement parce que sinon on écrase les larmes et elles coulent. Voilà, ça c'est les techniques. Donc voilà, et ça j'adorais ce moment. Il part à l'hôpital, lui dans une ambulance, et elle prend le vélo d'un petit garçon et elle le poursuit, et ça c'est une trouvaille que j'ai trouvé vachement bien, c'est qu'elle tombe à vélo et elle se relève, elle reprend le vélo et elle redémarre, et tout ça sous la pluie. Voilà, ça marque le fait qu'elle a vraiment envie de retrouver ce personnage-là, et que ce personnage-là compte. Cette symbolique du je tombe et je me relève de suite, je reprends le vélo. Enfin, c'était pas obligé de faire tomber le personnage, c'est à la limite, ça fait de l'animation en plus, ça fait du boulot en plus, alors que voilà. Donc ça, pour moi, je pense que ça a vraiment un sens. Et ensuite, il y a une phrase que j'aime bien. Alors, je crois que c'est quand il est à l'hôpital et qu'elle le voit. Elle le regarde, etc. Et elle lui dit, je veux pas que tu partes. Elle lui dit juste ça avec sa voix triste. Il n'y a pas besoin de longs discours. De longs discours à 2 balles où elle va dire les oiseaux ne chanteront plus aussi bien sans toi. Bon, j'exagère là, j'en fais des caisses, mais elle dit juste une phrase et ça fonctionne. C'est comme dans Kick-Ass par exemple. Si vous n'avez pas vu Kick-Ass, bouchez-vous les oreilles. Dans Kick-Ass 1, à la fin, quand Big Daddy meurt, il y a juste un échange de juste quelques phrases entre Nicolas Cage et Chloé Moretz où elle lui dit t'es le meilleur papa du monde. Et lui, il lui répond non, c'est juste que je t'aime. Et en plus, il galère parce qu'il est brûlé à mort. Juste en une phrase, l'émotion elle passe quoi. Après, s'il faut, ça vous a rien fait, vous qui casse, mais moi en tout cas, ça m'a ému. Ça j'aime bien quand on arrive à faire passer l'émotion en une phrase et qu'on n'est pas obligé d'en faire des caisses, de mettre du piano avec un panneau chialé, s'il vous plaît, merci beaucoup. Donc voilà, donc ça j'ai vachement aimé. Donc de là, je vais passer au message. Une réplique que j'ai adorée dans le film, c'est quand le renard il dit au petit prince, et il lui dit, alors je sais plus exactement parce que je l'ai vu qu'une fois. En gros, si on ne se connaissait pas, moi au milieu de 100 000 renards, je serais comme les 100 000 autres. Et toi, si je te connaissais pas, entre 100 000 petits garçons, tu serais pareil que les autres, quoi. Et le fait de passer du temps ensemble, c'est ça qui rend les gens uniques à nos yeux. Pour nous, tous les inconnus se valent. Puis c'est qu'en passant du temps avec quelqu'un, etc., qu'il commence à devenir unique, et plus on passe du temps avec lui, enfin, plus on vit de choses fortes avec la personne, et plus la personne est unique et prend de la valeur à nos yeux. Et c'est comme ça que crée le sentiment d'amour, d'amitié, etc., etc. Et ça, le sentiment d'amitié qu'il y a entre le petit prince et le renard, ils passent pas beaucoup de temps ensemble, etc., mais avec ce qu'ils se disent, etc., je trouve que c'est... Et la voix de Vincent Cassel, je trouve que ça fonctionne vachement bien, et comme il explique la notion d'amitié, je trouve ça vachement bien. Donc voilà, dans le film, ils disent en gros que c'est le temps qui fait que tu as passé avec la personne qui rend la personne unique, etc. Et ça m'a fait plaisir parce que c'est un truc que je disais sans l'avoir lu, mais je le disais différemment. Moi, je disais que c'est l'intensité du vécu commun qui forge la solidité des relations. Et par exemple, dans tous les films un peu fantastiques, etc., où il y a un geek ou un demi-geek qui a sa voisine, dont il est super amoureux, qui elle est super belle, machin et tout. Et, je prends Small Soldier par exemple, ou Transformers. Transformers, c'est l'exemple type. Il y a Megan Fox, et puis de l'autre côté il y a Shia LaBeouf qui est décrié, mais moi je l'aime bien comme acteur. Je le connais pas en tant qu'homme, mais en tant qu'acteur, moi je l'aime bien. Donc voilà, donc lui c'est le paumé entre guillemets. J'aime pas utiliser ce mot parce qu'il est jamais utilisé de manière gentille. Donc c'est le paumé entre guillemets. Et la super fille, en tout cas super jolie. Et au final, ils vivent une aventure ensemble, et à la fin, ils sont ensemble. Et sans cette aventure, ils auraient jamais été ensemble. C'est la force de leur vécu qui a créé la solidité de leur relation, et qui les a rendus uniques l'un pour l'autre, et qui les a fait être ensemble. Donc ça, c'est un truc que j'ai aimé. Ensuite, une autre idée que j'adorais, c'est quand il dit que l'essentiel est invisible pour les yeux, que l'essentiel se voit avec le cœur. Ça, j'ai vachement aimé. Il y a d'autres citations comme ça qu'on peut dire. Ce qui s'achète n'a aucune valeur.
Celle-là, je l'aime. Et moi, j'ai l'habitude de dire, et je le répète tout le temps, et en général, les gens qui me connaissent m'ont entendu dire 10 000 fois, que les choses n'ont que la valeur qu'on veut bien leur donner. Donc voilà, donc en fonction de ce qu'on aime, de nos affinités, etc., on peut penser qu'une chose a une valeur inestimable, et pour une autre personne, ça n'aura aucune valeur. Il ne faut pas calquer la valeur des choses en fonction de ce que les autres sont prêts à payer pour obtenir la chose, en argent, ou en temps, ou en labeur, etc. C'est pas qu'une question d'argent. Donc voilà, c'est en fonction de nous, de nos envies, de ce qu'on aime, etc. Voilà, les choses n'ont que la valeur qu'on veut bien leur donner. Donc ça, j'ai bien aimé qu'ils en parlent, parce que ça rejoint ce que je pense. Un truc que j'ai adoré aussi, c'est au moment ils disent à la petite qu'ils vont la faire grandir de force, qu'ils vont la faire oublier de force. Et pour ça, ils l'obligent à signer plein de papiers administratifs, etc. Je crois des crédits ou des assurances ou machin, des trucs comme ça. Donc en gros, on lui donne des responsabilités, on lui donne quelque chose qui va occuper son esprit pour qu'elle évite de se souvenir, de se souvenir de ses aspirations de quand elle est petite. Et en gros, est-ce que sa vie maintenant, enfin là elle n'est pas adulte, mais quand elle sera adulte et qu'on t'a donné plein de responsabilités, etc., est-ce que cette vie-là, c'est la vie dont tu rêvais? Si t'as pas le temps de te poser cette question, de est-ce que ma vie actuelle, c'est la vie que je rêvais, est-ce que cette vie me va, etc. Si t'as pas le temps de te poser cette question, c'est sûr que tu ne changeras pas de vie. Et que ça favorise pas le marché, que tu te poses ce genre de questions. Parce qu'en général, quand on se pose ce genre de questions, on finit par arriver à moins consommer, etc., etc. Donc ça favorise pas le marché. Donc voilà, et j'ai bien aimé la façon dont on lui dit on va la faire grandir de force, c'est en lui donnant une existence administrative, etc. Une autre phrase que j'ai adorée aussi, c'est quand il lui dit grandir, le problème c'est pas grandir, c'est d'oublier. On peut dire que ça n'a rien à voir, mais ça renvoie à une phrase de Dumbledore que j'ai adoré aussi, que je vais donner là, je vais pas épiloguer dessus parce que au final ça n'a pas réellement de rapport, où Dumbledore dit à Harry, et je peux pas te reprocher de pas m'avoir compris à moi, parce que les jeunes ne peuvent pas savoir comment les vieux pensent. Par contre, le vieux se rend coupable à partir du moment où il oublie ce que la jeunesse a été. Un autre truc que j'ai aimé, je l'ai dit dans le bien pas bien, au niveau des messages, je vais me répéter, ils vont sur la planète des adultes, et là, ils détruisent tout ce qui n'est pas utile, enfin tout ce qui n'est pas essentiel. Par exemple, ils détruisent des vélos d'enfants, des bateaux, des machins, et ils passent dans une machine, ils sortent des trombones à la place. Donc c'est caricatural, parce que le trombone, ça représente le travail de bureau, etc. Et les vélos, etc., ça représente le plaisir, etc. L'un n'empêche pas l'autre, on peut travailler et puis après avoir du plaisir en dehors du travail, etc. Donc c'est une caricature certes, mais bon voilà. Et l'idée en fait, c'est que ils prennent tout ce qui n'est pas essentiel et ils le transforment en essentiel, et qu'il faut absolument il faut absolument être essentiel dans le monde, et je l'ai dit dans les bien pas bien. Et évidemment, les humains fonctionnent comme ça. La forêt amazonienne, on n'y habite pas dedans. Donc pour nous, on s'en fout. C'est ce que je dis, les choses n'ont que la valeur qu'on veut bien leur donner. Si la forêt amazonienne n'a aucune valeur pour nous, alors on peut la raser, on s'en fout complètement. Et puis après, on en fera ce qu'on veut. On mettra des pâturages pour le bétail, ou des champs pour nourrir le bétail. Donc on en revient au même. Ou autre chose, ou n'importe quoi. Mais en majorité, c'est pour ça, la forêt amazonienne. Donc voilà, donc ça, ou alors on va empiéter sur le territoire des animaux qui du coup ne pourront plus vivre et du coup vont disparaître. Dans l'indifférence des humains, parce que ce qui n'est pas essentiel, on s'en fout complètement. Et ça, c'est une philosophie que je n'aime pas, et qui en plus est hyper destructrice. Ça me fait penser à un truc là, ce que j'adore dans les films, c'est quand il y a une scène qui ne sert à rien. Je vais donner un exemple, par exemple dans Brise de Nice. C'est pas du spoil si vous l'avez pas vu. Il y a un moment, il y a une scène où ils sont autour du feu et puis ils parlent du film Point Break, et puis Brise de Nice, il s'excite parce qu'il y a un mec qui est pas d'accord avec lui, ou qui lui dit non mais oui non d'accord mais ton avis ok, mais je veux dire c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Donc j'adore cette scène. Et cette scène, elle sert à rien au film, elle fait pas avancer l'histoire. J'adore retrouver une scène comme ça dans un film. Et si vous regardez dans les films de Christopher Nolan, il n'y a jamais une seule scène comme ça. Tout tourne autour de l'histoire, et l'histoire en général, elle tient elle-même à un dénouement final. Et donc en fait, tout le film tient sur 30 secondes de film, et on doit se fader tout le reste du film pour apprécier 30 secondes. Donc ça, c'était le petit coup de gueule contre Christopher Nolan. Enfin bref, voilà. On ne trouve pas le bonheur quand il y a des trucs essentiels, on le trouve aussi dans les trucs qui sont pas essentiels, qui sont même parfois super inutiles. Mais voilà, donc j'aime pas cette logique de garder que l'essentiel, et en plus c'est destructeur, et en plus c'est aliénant.
Des fois on parle, on dit des trucs sur un sujet, etc. L'autre personne, par exemple, ne connaît pas le sujet, etc. Et puis tu dis, mais ça t'intéresse pas de savoir des trucs, etc. Et puis l'autre personne, elle nous répond, mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Bon voilà, le sens de la vie, s'il y en a un, c'est la découverte. Bon là, je fais des... là, je m'éloigne beaucoup du sujet, mais selon moi, la vie n'a pas de sens, mais s'il y en a un, le sens, dans le sens direction, c'est la découverte. On va vers la découverte toujours. Et à partir du moment où on ne découvre plus rien, qu'on est dans une routine, on perd en bonheur. Et le bonheur est fonction de la découverte. Voilà. La découverte est une stimulation qui nous fait qu'on se sent vivant. Moins on découvre, moins on se sent vivant et moins on est heureux. Donc voilà. Donc ça c'est assez éloigné de ce que je voulais dire, mais bon c'est dans l'esprit du Petit Prince, de la vision du monde, etc. Je parle de la mienne un petit peu, donc voilà. Dans ma critique sur Mad Max, j'avais parlé de la passion et de l'ambition, que l'ambition était néfaste et que la passion était bonne, que c'était une bonne chose, une source de bonheur, alors que l'ambition était potentiellement une source de bonheur si en arrivant à notre but on est heureux, mais c'est même pas sûr, et donc voilà, c'est plus porteur de névrose l'ambition que de bonheur à mon avis. Donc voilà, et dans le film il y a une critique de l'ambition avec ce tableau où la petite fille, elle, son plaisir c'est d'aller voir son voisin, le vieil homme, et sa mère, elle lui dit je t'ai fait un nouveau programme, etc. Si tu te tiens à toutes tes tâches, etc., tu pourras aller voir ton ami l'année prochaine, une fois tous les jeudis, entre 13h et 13h30. Donc voilà, donc ça c'est de l'ambition. Il faut aller dans cette école, etc. Parce que pour ton avenir ce sera bien, etc. Mais elle oublie le présent. Et s'il faut, quand elle sera rentrée dans son école, qu'elle va travailler à mort et qu'elle en sortira et qu'elle aura un super boulot parce que bien rémunéré et pas trop fatigant, s'il faut, son boulot lui plaira pas. Et en plus, à ce moment-là, s'il faut, elle sera pas heureuse. Et elle aura passé beaucoup d'années, de temps, à ne pas être heureuse, pour au final ne pas être heureuse non plus. Autant qu'elle se fasse plaisir au présent, qu'elle aille voir son ami, etc., tant qu'il est encore là. Et voilà, donc il y a une critique de l'ambition, et le film, sans nous le dire, nous dit en gros, la passion c'est bien, l'ambition c'est pas bien. Donc ça rejoint ma critique sur Mad Max. Donc voilà, au final, je pense que j'ai dit un peu tout ce que je voulais dire. Voilà, à plus.